Bonjour, ceci est le premier module de cinétique chimique. Ça porterait sur les concepts généraux, les idées principales et les définitions importantes de la cinétique chimique. Alors commençons avec une réaction simple, la transformation du carbone sous la forme diamant en carbone sous forme graphite. C'est donc une transition de phase. Et vous savez très bien que le graphite est la forme de référence, l'état de référence standard du carbone, c'est-à-dire l'état le plus stable. Et effectivement, le delta G de réaction pour cette réaction-là est négatif, comme vous le voyez ici. Donc, normalement, la réaction doit être spontanée. Vous n'avez jamais vu le diamant spontanément se transformer en graphite. Pourquoi? C'est parce que cette réaction est très lente dans les conditions de température et de pression normales. Alors, le fait que delta G de la réaction est négatif et que la réaction est spontanée, ça, c'est un critère thermodynamique. Mais le fait que la réaction est très lente, ça, c'est un critère cinétique. Alors, il est important donc de distinguer critères thermodynamiques et critères cinétiques quand vous discutez d'une réaction. Alors, avant de continuer et vous donner les définitions de la vitesse de réaction et tout ce qui porte sur la vitesse de réaction, dont les concepts généraux de cinétique, laissez-moi continuer un peu avec la thermodynamique versus la cinétique. Donc si on a une réaction qui va du réactif au produit, delta G de réaction, c'est la différence entre la valeur de G pour l'état final, qui est constitué des produits purs, et G de l'état initial, qui est constitué des réactifs purs. Alors, pour cela, introduisons une variable appelée degré d'avancement, telle que, quand cette variable est 0, on se référerait au réactif, c'est-à-dire à l'état initial, tandis que quand zeta, ce degré d'avancement, cette variable vaut 1, eh bien, on est en présence des produits purs, c'est-à-dire on est à l'état final. Alors, cette variable appelée degré d'avancement, nommée zeta ici, qui va de 0 à 1, nous permet de suivre le déroulement de la réaction. Ainsi, si on regarde l'énergie libre de Gibbs en fonction de la composition du système quand la réaction avance, eh bien, ça se présente comme ceci, comme une fonction du degré d'avancement. Là, quand zeta égale à 0, vous avez les réactifs, et quand zeta égale à 1, vous avez les produits. Et delta G de réaction, c'est précisément cette différence-là, l'écart entre G à l'état initial, zeta égale à 0, et G à l'état final, zeta égale à 1. Mais quand la réaction se produit, c'est-à-dire pour que d'autres compositions, quand la composition varie tout au cours de la réaction dans le temps, en fait, le système suit une courbe comme ça, et la pente de la tangente à cette courbe, c'est delta G de réaction instantanée, et tant que cette pente est négative, comme ici, la réaction aurait tendance de se produire dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'une augmentation du degré d'avancement, tandis que si vous commencez par là,
Vous avez une pente négative là qui dénote une variation positive plutôt de l'énergie libre de Gibbs dans la direction normale vers la droite, eh bien, donc, cette transformation, aller vers la droite, ne serait pas spontanée. C'est le sens contraire, c'est-à-dire ce sens-là indiqué par cette flèche-là qui serait l'évolution spontanée du système. Et il existe toujours un point où delta G est égal à 0. Vous savez bien que quand delta G est égal à 0, vous avez équilibre. Effectivement, une réaction comme ça, ce n'est pas toujours dans un sens. Je l'ai précisément écrit exprès. Produit à réactif. Normalement, vous écrivez réactif à produit. Mais c'est précisément parce que ça peut se produire dans les deux sens qu'on peut écrire comme ça. Alors, au point d'équilibre, delta G est égal à 0. Que vaut delta G tout au long, pour chaque point quelconque, c'est-à-dire comme fonction de la variable degré d'avancement? Eh bien, on peut montrer que ce delta G, fonction du degré d'avancement, est égal au delta G de réaction standard, que vous connaissez bien, cette différence-là, plus RT, ln d'une quantité appelée rapport de réaction, quotient de réaction plutôt. C'est une fonction de zeta, et ce quotient de réaction a la même forme que la constante d'équilibre que vous connaissez bien. Et cette constante d'équilibre est précisément la valeur de ce quotient d'équilibre prise à ce point-là, c'est-à-dire à l'équilibre. Voilà. La notion de constante d'équilibre va réapparaître plus tard, mais pour l'heure, je veux juste mettre l'accent sur le degré d'avancement comme mesure d'avancement de la réaction. C'est une mesure qui indique, qui donne la composition instantanée du système réactionnel quand la réaction avance. Et c'est en termes de ce degré d'avancement que l'on va maintenant définir la vitesse d'une réaction. Soit donc une réaction du type suivant, tout à fait générique. Vous avez des réactifs de ce côté dénommés R1, R2, R3 avec coefficient stéchiométrique, nu1, nu2, sans dimension là par exemple, donc pas d'unité, plus etc. Et de l'autre côté, vous avez des espèces produits P1, P2, P3 avec coefficient stéchiométrique, nu1', nu2', nu3', etc. Alors, supposons qu'au temps t égale à 0, vous avez des réactifs et des produits initialement dans certaines proportions. Donc, R1 était là avec une concentration appelée R1,0. La concentration initiale de R2, pareillement, serait appelée R2 indice 0. La concentration initiale de P1 n'est pas nécessairement nulle, c'est P1,0. De même, vous pouvez avoir une concentration initiale non nulle du produit P2, appelé P2,0. Alors, à un temps t ultérieur, quand la réaction aurait avancé à un certain degré, eh bien, la concentration instantanée au temps t là du réactif 1 va être la concentration initiale moins le degré d'avancement fois le coefficient stéchiométrique nu1. Le degré d'avancement est positif, c'est compris entre 0 et 1. Donc avec ce signe moins ici, avec le coefficient stéchiométrique, ça donne la bonne variation négative de la concentration du réactif R1 quand la réaction va dans ce sens-là. Pareillement, la concentration instantanée de R2 va être
la valeur initiale de cette concentration de R2 moins le degré d'avancement fois nu2. Et la concentration d'un produit quelconque, que prenons par exemple P2, à ce temps-là, serait égale à la valeur initiale de cette concentration, c'est du P2,0 ici, plus le degré d'avancement multiplié par le coefficient stéchiométrique correspondant nu2'. Alors avec ça, on peut maintenant définir la vitesse de réaction tout simplement comme la dérivée du degré d'avancement qui est toujours positif et qui augmente là, n'est-ce pas, par rapport au temps. Donc, parce que le degré d'avancement augmente toujours au cours de la réaction, par définition même de cette variable, cette vitesse de réaction telle que définie va être positive. C'est la pente de variation du degré d'avancement par rapport au temps. Alors, ce qui fait que la vitesse de réaction définie ainsi serait reliée à la vitesse de consommation du réactif R1, dérivée de la concentration de R1 par rapport au temps. C'est une vitesse de consommation du réactif R1 parce que la concentration R1 diminue, donc cette dérivée est négative. Ça dénote une consommation de ce réactif-là. D'accord? Alors, cette quantité négative doit être multipliée par moins 1 sur le coefficient stéchiométrique de R1 pour rejoindre la vitesse, la valeur des états dt, et donc la vitesse de réaction peut être définie comme ça, hein? Ou bien, si on choisit de le définir en termes de la concentration de R2, ce serait dérivé de la concentration de R2 par rapport au temps fois moins 1 sur nu2. Encore une fois, le signe moins, elle devait être là parce que la dérivée de la concentration de R2 qui est un réactif, hein, par rapport au temps est négatif. La concentration de R2 diminue dans le temps. Et pour donner la même valeur de la vitesse que ça, ou bien donc des états dt, il faut aussi multiplier ça par, diviser ça plutôt par le coefficient stéchiométrique de l'espèce réactive R2. On peut aussi définir la vitesse de réaction en utilisant une concentration d'un produit, par exemple le P2. Alors, cette vitesse, par cette définition-là, hein, serait égale à la dérivée de la concentration de P2 par rapport au temps. Cette dérivée est positive, dénotant une vitesse de formation d'un produit, fois 1 sur le coefficient stéchiométrique du produit P2. Voilà la définition de la vitesse de réaction. Alors prenons quelques exemples. Le premier exemple, c'est la réaction de décomposition de H2O2 en phase aqueuse. Donc c'est du peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse qui se décompose en H2O et avec libération d'une mole d'oxygène. Ah, notez bien qu'en cinétique, on prendrait soin d'écrire toute réaction avec des coefficients stéchiométriques toujours entières et les plus petits que possible, mais ces coefficients stéchiométriques devraient toujours être entiers. Donc, par exemple, cette réaction-là ne devrait pas être écrite comme une mole de H2O2 donne une mole de H2O plus un demi-mole de O2. Parce que si on écrivait comme ça, eh bien, on aurait un coefficient stéchiométrique, celui de O2, qui ne serait pas entier. Tandis que ça, c'est correct. Et les coefficients stéchiométriques sont tous entiers et les plus petits que possible. Alors,
Ceci dit, la vitesse de réaction pour cette réaction serait donc définie par ceci, serait égale à moins 1,5 fois la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps. C'est aussi égal à 1,5 fois la dérivée de la concentration de H2O par rapport au temps. Et c'est égal finalement à la dérivée de la concentration de O2 par rapport au temps. Deuxième exemple, réaction en phase gazeuse entre 2 moles de NO et 2 moles de H2 pour donner 1 mol de N2 et 2 moles de H2O en phase gazeuse. Alors, la vitesse de cette réaction, selon la définition qu'on venait de voir ensemble, ça va être égal à moins 1,5 fois la vitesse de consommation de NO, c'est-à-dire la dérivée de cette concentration de NO par rapport au temps. C'est égal aussi à moins 1,5 fois la vitesse de consommation de H2, c'est-à-dire dérivée de la concentration de H2 par rapport au temps. C'est égal à exactement à 1 fois la dérivée de la concentration de N2 par rapport au temps, c'est-à-dire la vitesse de formation du produit N2. On peut aussi, pour la même réaction, utiliser des pressions partielles pour définir les concentrations des différents réactifs, puisque la réaction est en phase gazeuse totalement, n'est-ce pas? Donc, la vitesse de réaction s'écrit en termes des pressions partielles de NO, de H2, de N2 ici, et de H2O. De cette façon, il suffit de se dire que une concentration pour une espèce gazeuse, c'est simplement N, le nombre de moles de ce gaz-là, divisé par le volume. Mais N divisé par le volume, c'est P divisé par RT, n'est-ce pas? Parce que vous savez PV égale nRT. D'accord? Donc, ce qui fait que RT fois la vitesse de réaction est égal à moins 1,5 dérivé par de la pression partielle de NO par rapport au temps. C'est aussi égal à moins 1,5 fois la dérivée de la pression partielle de H2 par rapport au temps. Et c'est égal à 1,5 fois la dérivée de la pression partielle de H2O par rapport au temps. Et finalement, c'est égal à la dérivée de la pression partielle de N2 par rapport au temps. Je ne pense pas qu'il est nécessaire de mettre ces pressions entre parenthèses comme ceci. Hein. C'est des pressions. Écrivez tout simplement dP NO par rapport au temps, dP H2 divisé par dt, etc. plutôt que écrire comme je le fais ici, c'est trop compliqué. Voilà. Alors, donc on a vu la définition de la vitesse de réaction. Maintenant, cette vitesse-là, elle varie dans le temps. Et sa façon de varier dans le temps dépend de ce que la réaction, le système réactionnel voit dans son milieu-là, c'est-à-dire les différentes concentrations de réactifs et de produits. Donc, la vitesse de réaction est une certaine fonction de ces concentrations instantanées de R1, R2, de P1, P2, évidemment du temps, et ça peut aussi dépendre, et généralement, ça dépend de la température, de la pression aussi. Et généralement, cette loi de vitesse est obtenue par expérience, par expérimentation, par des manips au laboratoire, pas par une certaine déduction théorique à partir des principes premiers. Donc c'est une expression empirique, c'est une loi empirique. Appelons-la loi de vitesse empirique. Et très souvent,
cette loi de vitesse empirique prend une forme relativement simple, comme ceci. Une forme que j'appellerais d'un monôme, une forme monomiale. C'est-à-dire que cette vitesse de réaction va dépendre des concentrations de réactifs et de produits de la manière suivante. C'est égal à la concentration de R1, le réactif R1 élevé à une certaine puissance, fois la concentration de R2 élevée à une autre puissance, fois probablement la concentration de P1 élevée à une puissance mu1' ici, fois la concentration de P2 élevée à une autre puissance qui est appelée mu2' ici. Le tout fois une constante de proportionnalité qui est appelée constante de vitesse et généralement cette constante-là dépend de la température. Alors par définition, ces exposants des différents réactifs et produits dans cette forme monomiale de la vitesse de réaction, quand ça se présente comme ça, parce qu'il y a des instances où ça se présente pas comme ça du tout, on va voir ça plus tard. Eh bien, à chaque fois que vous avez une loi de vitesse simple comme ça, de cette forme-là d'un monôme, produit des différentes concentrations de réactifs et de produits, chacune élevée à une certaine puissance-là. Alors, ces puissances-là, mu1, mu2, mu1', mu2', etc., sont appelées ordres partiels du réactif 1, du réactif 2, du produit P1, du produit P2, ainsi de suite. Et la somme de tous ces ordres partiels est appelée ordre total de la réaction. Notez ceci, et c'est une remarque très importante, que ces ordres partiels sont en général différents des coefficients stéchiométriques. Ils n'ont rien à voir avec des coefficients stéchiométriques. Parce que cette loi de vitesse est strictement empirique, elle ne découle pas d'une certaine déduction théorique qui fait appel, par exemple, à la rencontre d'un certain nombre de molécules R1, d'un certain nombre de molécules R2, et ce nombre, c'est le coefficient stéchiométrique. Ok? Voilà. Pour cette raison, pour la raison que cette loi de vitesse est une loi empirique, que il faut vous rappeler que ces ordres partiels, quand vous pouvez les définir, n'ont rien, mais rien à voir avec les coefficients stéchiométriques des différentes espèces réactifs et produits. Prenons quelques exemples. La réaction de décomposition de H2O2 qu'on avait vu tout à l'heure, et dont la vitesse de réaction est définie en bleu ici. C'est un rappel de ce que vous avez vu tout à l'heure, définition de la vitesse de réaction. Eh bien, on va pouvoir maintenant compléter cette définition en écrivant la loi de vitesse ici. Que cette vitesse de réaction, on avait trouvé que elle dépend seulement d'une concentration. La concentration de H2O2 seulement. Et ce, de façon très simple. Ça varie linéairement avec la concentration de H2O2. Dire ça, c'est établir, c'est énoncer la loi de vitesse. Donc en rouge, c'est la loi de vitesse que je suis en train d'énoncer. En bleu, ici, c'est juste la définition de la vitesse de réaction. Évidemment, si vous prenez un terme ici dans parmi ces trois termes ici, par exemple,
moins 1,5 dérivé de la concentration de H2O2 par rapport au temps égale à K fois concentration de H2O2. Là, vous êtes en train d'écrire une équation de vitesse vue comme une équation différentielle pour la concentration de H2O2 comme variable qui dépend du temps, comme fonction du temps. Voilà. Donc, la loi de vitesse peut être lue comme ça toujours, comme une équation différentielle gouvernant l'évolution temporelle des concentrations des différentes espèces impliquées dans la réaction. Voilà. Alors, prenons un deuxième exemple, la réaction de tantôt. En phase gazeuse, 2NO plus 2H2 donne N2 plus 2H2O. Et donc la vitesse de réaction est définie en bleu ici. Encore une fois, c'est un rappel de ce qu'on avait vu tout à l'heure. On peut compléter ça par la donnée de la vitesse de réaction, de la loi de vitesse, je m'excuse. Et cette loi de vitesse empirique, c'est-à-dire trouvée expérimentalement, s'écrit comme ceci. C'est une loi de vitesse du second ordre par rapport à NO, premier ordre par rapport à H2, voilà. Et cette loi de vitesse peut être lue comme une équation différentielle, par exemple, pour la concentration de NO. Dans ce cas-là, on écrirait moins 1,5 NO dt égale à K fois concentration de NO2 fois concentration de H2.